Bonjour à tous, bienvenue donc sur ce webinaire dédié à l'API, enfin au principe de fonctionnement de l'API GeoServer. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'axer la présentation sur le fonctionnement de l'API GeoServer, donc le serveur cartographique open source du monde Java. Donc Charles-Henri, qui est ici présent, s'attachera à présenter les aspects techniques et le fonctionnement, je dirais, de base avec quelques requêtes type pratiques pour pouvoir prendre en main, je dirais, l'API. Euh, avant de avant de commencer, donc Charles-Henri Wagner qui est chez nous architecte logiciel, et puis moi Cédric Darbon qui suis chef de projet avec une partie expertise SIG, quoi. Voilà. Donc, quelques mots sur la société Atoll. La société Atoll, c'est une société créée en 2000, je vais passer rapidement. Donc, entre guillemets, on est à peu près une centaine de personnes aujourd'hui, même un peu plus, 120, avec plusieurs domaines d'expertise je dirais la volonté de travailler avec des outils du monde open source. On est basé à Gevrey-Chambertin avec des bureaux sur Lyon et sur Paris. Voilà. Donc des domaines d'activité qui sont variés, donc avec tout ce qui concerne la gestion électronique de documents, donc à base de la solution notamment Alfresco, l'informatique décisionnelle et donc tout ce qui est lié aussi au big data avec la suite Pentao, la cartographie SIG, donc ce qui nous concerne un petit peu aujourd'hui, donc à travers l'utilisation notamment de l'outil des librairies open source GeoServer pour la partie serveur cartographique, OpenLayers, Leaflet pour les clients et tout un tas de PostGIS et ainsi de suite. Enfin, je reviens pas dessus. La partie informatique industrielle avec, je dirais, tout ce qui est supervision de chaînes de production et ainsi de suite, ou les bâtiments intelligents. Et puis derrière la partie publication CMS. Donc, je dirais l'internet un peu plus classique. Voilà. Donc 5 grands pôles d'activité, avec également une activité de hosting pour l'hébergement des solutions que les clients nous font faire sur mesure, quoi. Voilà. Un petit rappel sur Atoll CD, l'information géographique. Donc, c'est simplement pour dire que c'est une discipline en fait qui est complètement transverse, je dirais, à tous nos pôles d'activité, puisque la carto, on va la retrouver dans le géodécisionnel avec le big data pour pouvoir en faire de la représentation en information, dans les sites CMS, enfin, dans les sites internet classiques qu'on peut faire avec, je dirais, des niveaux plus ou moins élevés d'exploitation des API. Google, Géoportail ou ainsi de suite. Évidemment, dans le pôle développement d'applications métiers, puisque c'est quelque chose qui revient régulièrement, parce qu'on a des solutions très poussées en termes d'exploitation je dirais, de l'information géographique, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine des pompiers avec la solution open source Remocra, pour l'Agence nationale des fréquences, et ainsi de suite. Dernièrement pour, je crois, l'ARCEP. Voilà. Donc c'est vraiment un domaine qui est transverse et qui est chez nous en fait fait partie un petit peu de l'ADN de la société je dirais que de se cultiver, enfin que d'acquérir la culture de maîtrise de l'information géographique. Donc les technologies, donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, je dirais le besoin et l'envie je dirais, de monter en compétence et la maîtrise même sur les technologies open source du monde carto, quoi. Donc notamment les librairies JavaScript, OpenLayers, Leaflet, qui sont pour nous intégrées soit dans des sites internet, soit dans des applications métiers extranet. Le serveur cartographique GeoServer qui fait l'objet donc aujourd'hui de la présentation à travers son module notamment API REST, les bases de données spatiales notamment PostgreSQL, PostGIS, et puis derrière le développement aussi des contributions, notamment avec les plugins pour Pentao, pour l'ETL Pentao Data Integration, qui permettent de manipuler à minima l'information géographique, quoi. Voilà, transfert entre bases de données spatiales, Oracle spatial vers PostgreSQL, vers PostGIS, lecture shapefile et ainsi de suite, quoi. Voilà. C'est à toi, Charlie, là, je te laisse la main. Oui, alors pourquoi une API? Donc on va faire quelques rappels et puis voir quel est le besoin. Parce que Cédric avait présenté un petit déj sur GeoServer, donc notamment en présentant les concepts et en utilisant l'interface utilisateur mise à disposition par GeoServer. Et donc là, on va voir pourquoi on a besoin de cette API. Donc des rappels. Donc ça, c'est un rappel d'une diapo de Cédric de son petit déj. Donc c'est juste pour reprendre les deux types d'informations qu'on va souhaiter présenter. Donc l'information vectorielle,
donc qui est représenté par des points avec des coordonnées x, y qui peuvent être liés entre eux pour former des lignes et des polygones qui peuvent être formés de lignes. Et puis l'information matricielle, donc ça c'est les rasters, c'est toutes les données images, donc avec des pixels x, y et des couleurs. Donc les couleurs étant basées soit sur des photos, soit sur des analyses. Ou des valeurs d'altitude d'ailleurs, enfin pour un modèle numérique de terrain ou des choses comme ça. Voilà. Donc au niveau technique, donc le stockage de ces données, donc on va retrouver des données, des bases de données serveurs, donc typiquement Oracle Spatial, PostgreSQL, PostGIS, des bases de données fichiers, donc SQL Spatial, donc qui sont chargés en mémoire, et puis des fichiers plats vectoriels, donc qui peuvent être exploités par des solutions type Esri, MapInfo, ou QGIS pour l'open source, donc des formats vectoriels, des formats matriciels, donc les plus courants étant JPEG, GeoTIFF, et puis on a aussi les pyramides de fichiers, donc là c'est des arborescences de fichiers qui permettent d'afficher des fonds assez rapidement, des fonds images assez rapidement, sur la base de niveau de zoom. Un fichier d'ailleurs ou des données vectorielles également. Ouais. Au niveau des serveurs cartographiques, donc là on s'intéresse aujourd'hui à GeoServer. C'est pas le seul serveur cartographique, c'est un serveur qui respecte les normes décrites par l'OGC. Donc typiquement on va retrouver les protocoles WMS, WFS et WMST. Donc WMS pour tout ce qui est fond image, WFS pour ce qui est vectoriel, et puis WMST, MTS pardon, pour des fonds images également qui sont tuilés. Et tous ces fonds sont accessibles à travers les protocoles de l'OGC. Donc il suffit d'avoir un outil qui sache lire ces flux standardisés pour pouvoir récupérer les flux. Donc on va retrouver QGIS, ArcGIS, MapInfo pour tout ce qui est bureautique. On a tous les outils de web mapping, donc notamment pour la représentation dans un navigateur avec OpenLayers, Leaflet et autres librairies. Et puis des services qui peuvent être consommés à travers des ETL par exemple. Donc ça c'est tout ce qui est publication des flux, accès aux flux. Avant ça, il y a toute une démarche pour aller publier ces fonds. Donc en partant des données, c'est ce qu'on voit sur le schéma sur la gauche, jusqu'au service. Donc on peut avoir des couches simples et puis des couches agrégées, donc qui sont composées de plusieurs couches, ce qui permet de faire des appels, un appel pour récupérer un ensemble de fonds en une seule opération. Donc au niveau du WMS par exemple, on va retrouver les méthodes getCapabilities qui permettent de décrire en gros une source de données, getFeatureInfo pour récupérer les informations d'un élément sur lequel on clique par exemple dans un outil. Donc tout ça c'est normalisé. Donc on y accède avec les outils normalisés. Et donc pourquoi une API ? Donc c'est la partie gauche du schéma, donc c'est aller publier les fonds, créer des entrepôts de données, aller référencier les couches et puis appliquer des styles sur ces couches. Donc c'est toute la partie administration sans passer par l'interface. Donc le petit déj que Cédric avait présenté, donc c'était l'interface HTML, l'interface utilisateur. Donc là, on peut aller déclarer des couches. Alors ça nécessite des opérations manuelles. Donc on a un risque d'erreur quand on veut répéter les choses, et puis ça peut être fastidieux. Une possibilité qu'on a, c'est de passer par une API. Donc là, on n'est pas sur des API standards, on est sur des API qui vont être déterminées par l'outil. Donc en l'occurrence aujourd'hui, on va parler de GeoServer. Donc ça permet d'automatiser les tâches. Donc on a un gain de temps et puis ça permet de répéter des opérations. Donc par exemple, si on veut monter un serveur de test, on va pouvoir jouer un processus en allant créer les couches automatiquement et appliquer des styles sur ces couches. Et le jour où on passe en prod, on va répéter ce même processus.
Donc, ce qui fait qu'au niveau des tests, c'est facilité, les tests sont facilités, donc on a une meilleure qualité dans les projets, quoi. Et puis, donc ça c'est l'automatisation pour monter un serveur. Et puis, on est aussi capable d'aller intégrer GeoServer dans les applications métiers. Donc, aller créer des interfaces un peu plus accessibles pour qu'un utilisateur puisse rapidement aller créer une couche et l'enregistrer pour la diffuser dans une application métier. En gros, le rôle de l'API, c'est vraiment de s'affranchir de l'interface l'IHM, l'interface proposée nativement par l'outil GeoServer pour pouvoir derrière, pour un développeur procéder à l'automatisation ou derrière intégrer entre guillemets directement le pilotage de GeoServer, le paramétrage de GeoServer directement dans une solution métier, quoi, dans une application spécifique, quoi. Voilà. L'objectif, c'est bien celui-là. Hein. Donc derrière, voilà, c'est ce principe un petit peu de fonctionnement, quoi. Donc ça a évolué très dernièrement, enfin déjà l'an dernier au niveau du code sprint, pour lequel Atoll avait financé une partie je dirais de la refonte, enfin justement du principe d'API, quoi. Donc ce qui vous sera présent aujourd'hui, ça bénéficie entre autres des évolutions récentes sur sur l'API GeoServer avec les changements qu'ils ont fait dernièrement, quoi. Voilà. Alors, l'API de GeoServer. Donc là, on va passer à la présentation. Donc, on va commencer par présenter ce qu'est une API REST HTTP. Donc, une API, c'est une interface de programmation applicative. Et puis REST, c'est c'est représentational state transfer. Donc, c'est en gros pour le principe, c'est qu'on a des ressources nommées qui sont adressées. Donc, par exemple, dans GeoServer, on va avoir un workspace, un style, une couche. Et puis, ces ressources, elles ont des états. Donc, on a un format conventionnel. Donc, généralement, on a la même représentation, que ce soit pour la lecture ou pour la mise à jour ou la création. Et puis, on a des opérations. Donc, ça, c'est pour faire varier les états. Donc, on va avoir les opérations de création, de lecture, de mise à jour, de suppression. Et quand on réalise une opération, on a un retour. Donc, on a une opération en succès ou alors en échec. Ça peut arriver. Dans GeoServer, donc on a un point d'entrée, donc le nom de domaine avec le port, et toute l'API va se situer au niveau de GeoServer REST. Ça, c'est le point d'entrée. Les ressources nommées, donc à partir de ce point d'entrée, on va retrouver workspace au pluriel. Ça, c'est pour la collection des entrepôts de données. Et pour cibler un entrepôt en particulier, un entrepôt de la collection, on va avoir workspace avec le nom du workspace. Et les états, donc pour les états, on va avoir pour les opérations, on va avoir un format. Alors dans GeoServer, on a régulièrement les formats application XML, application JSON ou texte HTML. Et puis sur certaines opérations, on va pouvoir aller envoyer un zip pour envoyer un ensemble de fichiers en une opération, ou alors créer des styles en une opération SLD plus XML. Donc, au niveau des opérations, on va préciser le format d'upload avec l'entête HTTP Content Type et le format attendu en retour avec l'entête HTTP Accept. Donc, on précise le format à ce niveau-là, que ce soit pour l'upload ou le download. Donc, les opérations. Donc, pour la création d'une ressource, on va utiliser la méthode HTTP POST. Pour la lecture, c'est du get. La mise à jour, c'est du put. Et la suppression, c'est l'opération delete. Pour connaître le statut de l'opération, est-ce qu'elle s'est bien passée ou non, ça va être le statut HTTP. Donc, tout ce qui est 200, c'est les succès. Et tout ce qui est 400, 500, c'est les erreurs. Donc, dans GeoServer, on a 200 quand tout s'est bien passé, 201 quand ça s'est bien passé, que c'est une création. Et puis après, on peut avoir des erreurs qui sont liées à une ressource, au niveau d'accès d'une ressource. Donc si on ne s'est pas authentifié, on va avoir un 401. Si on s'est authentifié et qu'on n'a pas accès à la ressource, on va avoir un 403. Donc ça veut dire que l'opération est en échec. Même si on la rejoue, elle sera toujours en échec puisqu'on est authentifié. Le 404, la ressource n'existe pas. 405, la méthode n'est pas permise.
Et puis 500, c'est une erreur classique. Euh, c'est l'erreur qu'on rencontre quand ça fait pas partie des méthodes des statuts 400. Au niveau de l'authentification, parce qu'on peut accéder à GeoServer, il y a une partie des ressources qui peuvent être publiques et des ressources qui sont privées, limitées à certains utilisateurs. Donc, au niveau de l'API, on va utiliser par défaut la méthode basique. Donc, il y a une entête HTTP particulière qui est Authorization. Quand on crée une instance de GeoServer, par défaut, on se retrouve avec l'utilisateur admin et le mot de passe GeoServer. Donc là, pour la démonstration qui va suivre, on va utiliser ces informations de connexion. Donc pour ces informations de connexion, l'entête à passer, c'est Authorization avec ce qu'on voit sur la droite. La méthode et puis un code calculé, quoi. Alors, quelques ressources documentaires GeoServer. Donc, l'accès à la documentation, il y a un serveur dédié, c'est docs.geoserver.org. À ce niveau-là, on va retrouver plusieurs manuels. Donc, ce qui nous intéresse pour l'API, ce n'est pas la partie développeur, c'est la partie utilisateur. Donc, on va aller rechercher le user manual. Et puis, dans cette partie, la documentation est placée au niveau de REST. Une fois qu'on est dans la documentation REST, on a trois paragraphes. On a une description rapide de ce qui est REST, l'API avec l'accès à la documentation initiale qui a été refondue pendant le code sprint de l'an dernier, et puis l'accès à certains exemples. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir directement. On passe à la partie démo là. D'accord avec. Donc la documentation, donc là on était sur docs.geoserver.org, donc on passe sur la documentation. Ici on a REST, et puis là on a une partie. Et du coup on a les endpoints de la documentation. Donc quand on clique sur un endpoint, malheureusement aujourd'hui, on est bloqué parce que ça ne fonctionne pas. Et tous les endpoints ont été répartis. Enfin, on a un certain nombre de pages. Donc là, les liens sont cassés, mais on peut les retrouver de cette manière. Voilà. Donc là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Tout est réparti dans plusieurs pages. Et puis on a accès à la documentation Swagger. Donc Swagger, c'est une librairie qui permet de représenter visuellement une API. Donc on a une description sous la forme d'un fichier YAML, et à partir de cette description d'API, Swagger est capable d'aller présenter toutes les méthodes disponibles avec tous les chemins disponibles. C'est ce que je présente après. Je vais repasser. Voilà, actuellement, la documentation proposée par GeoServer en fait est un petit peu je dirais est indépendante, enfin pas indépendante, mais n'est pas liée directement, n'est pas livrée, enfin, sur l'API en tout cas, n'est pas livrée avec l'outil GeoServer. Et c'est un petit peu ce qu'a essayé de corriger Charlie en proposant justement son plugin qu'il va vous présenter actuellement, qui permet non seulement de consulter la documentation dès qu'on a installé GeoServer et installé l'extension, mais également surtout d'interagir directement avec GeoServer à travers le plugin Swagger, quoi. C'est ce qu'il va vous montrer. Voilà, c'est ça, parce que Swagger permet de base d'aller exécuter des requêtes. Mais comme on est sur un serveur dédié à la documentation, il n'y a pas de GeoServer derrière. On n'a pas de GeoServer derrière, on peut pas l'utiliser cette possibilité de Swagger. Donc on va voir par la suite ce qu'on a prévu. Donc ça par passé. Donc pour la démonstration. Ce qu'on a prévu là, donc ce qu'on a préparé, donc on a développé une extension qu'on peut installer dans un GeoServer. Donc l'objectif c'était de centraliser la documentation, parce que vous avez vu qu'il y a une quinzaine, vingtaine de liens différents pour accéder à la documentation qui est un peu fractionnée. Et donc l'idée c'était de centraliser d'abord un point d'entrée unique pour la documentation de l'API. Et ça, c'est réalisable avec de la gestion des tags. Donc, on a là où on avait des pages, on a des tags dans
dans cette extension. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi complété la documentation, donc on a ajouté certains exemples, on a appliqué quelques corrections et puis on a changé un peu le style pour que ce soit un peu plus visuel. Voilà, donc le travail n'est pas terminé à ce niveau-là, mais par contre on est en bonne voie, on verra après pour l'intégrer dans GeoServer. Et alors, au niveau de cette extension, l'intérêt, c'est qu'on peut exécuter les requêtes. C'est ce que Cédric a dit juste avant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on compile cette extension, on la dépose dans le fichier lib du GeoServer, et puis on accède à une page qui permet d'avoir cette documentation. Donc, au niveau de l'outillage pour la démonstration, donc là, on a un conteneur Docker avec 2 services, un service PostGIS. C'est un PostGIS qui est basé sur un Postgres 10 avec un utilisateur Postgres, une base DEJ API GeoServer. Initialement, ça devait être un petit DEJ, mais pour que ça bénéficie au plus grand nombre, on avait changé la modalité de diffusion. Donc c'est un webinar. Donc on a les limites des communes en France GeoFLA. Et puis on a un service GeoServer du coup, c'est pas MDion PostGIS 10, ça c'est GeoServer, pardon, je recorrigerai. Et on a un lien vers PostGIS. Donc on a les 2 descriptions. Donc à gauche, je pourrais mettre tous les éléments à disposition. Donc à gauche, on a la description du service PostGIS en Docker, et à droite du service GeoServer. Donc c'est une version 2.14. Oui. Donc le conteneur Docker, là je l'ai démarré. Et puis ce qu'on peut vérifier, donc là j'ai compté le nombre de communes. Donc là c'est bon, on accède à la base. Et puis le GeoServer est démarré. C'est ce qu'on voit sur la droite. Donc là c'est l'interface classique de paramétrage du GeoServer hein, quand on a déployé le serveur. Voilà, donc là on n'a encore pas authentifié. Donc on peut s'authentifier et donc normalement on peut piloter, donc paramétrer son GeoServer directement à partir de cette interface. Je ne vais pas revenir dessus parce que ça avait fait l'objet d'une présentation précédemment. Voilà. Donc l'idée c'est justement avec le principe de l'API, c'est d'essayer de s'affranchir de toutes ces interfaces pour piloter entre guillemets le GeoServer via programmation ou via un autre processus d'automatisation. Donc là, ce que Charlie est en train de vous montrer, en fait, c'est l'ajout de l'extension de la documentation Swagger, en fait, qui permettra de consulter la doc et d'interagir directement à travers cette API, enfin pour tester directement d'interagir avec le serveur GeoServer. Voilà, donc là on est connecté à l'instance. On a un lien ici API REST Swagger. Quand on clique sur ce lien, on arrive directement sur la documentation. Donc la documentation, donc on est vraiment sur l'instance, on voit localhost 8080 GeoServer. Là, on a l'URL de base qui est GeoServer REST, ça c'est ce que je présentais tout à l'heure. On a la possibilité de s'authentifier ici, donc là en authentification basique. Donc on peut préciser admin GeoServer. Donc par défaut, c'est la même que l'interface. Voilà, c'est le même identifiant. C'est les mêmes identifiants parce que c'est le même utilisateur. Si j'ai un utilisateur avec des accès restreints, je peux m'authentifier en basique avec cet utilisateur, j'accéderai aux ressources auxquelles j'ai droit. Donc là, on est authentifié, donc je peux fermer. Et à ce niveau-là, donc on a un tag. Donc ce que je disais, les tags, c'est l'équivalent d'une page de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, par exemple, on a tous les endpoints manifestes. Là, on a tous les data stores. Donc l'API, on a tout en un point d'entrée unique et c'est rattaché au serveur. Donc tous les web services disponibles et puis après tous les modèles avec la description de toutes les données. Ça permet d'avoir des informations sur le contenu qui sera retourné par le service. Donc si on prend par exemple manifeste, donc le about version, donc là on est sur le chemin about version, donc ça c'est ce qui va s'ajouter après GeoServer/REST au niveau de l'URL, avec la méthode HTTP GET, donc pour lire la version, on ouvre le service et là il y a une description du web service, les paramètres disponibles, le type de réponse attendu, donc là pour celui-ci on n'a qu'un seul type de réponse, parfois on a application XML,
et puis les différents codes de retour possibles. Donc là, un code 200, ce qui signifie un succès. Donc là, on aura, si on récupère du XML, on aura une description XML. Si on récupère du JSON, on aura une description JSON. Manifeste, en fait, c'est vrai. Pour le coup, c'est pas super intéressant parce que c'est plus ça retourne la liste des librairies Oui. carton utilisées sous-jacentes. Mais, Un bouton ici qui permet de tester l'API. On peut préciser les différents éléments qu'on souhaite. Et quand on clique sur exécuter, là, il exécute la requête. Ce qu'on voit en bleu, ici avec un fond bleu, ça, c'est le résultat de la requête. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous indique, il nous fournit une requête curl. C'est ce qu'on voit ici. Si on prend cette requête curl, on peut la jouer en console. Donc là, ce que j'ai préparé pour la démo, c'est que j'ai l'authentification qui est prise en charge par une fonction que j'ai créée, djcurl, qui ajoute automatiquement les entêtes, qui va me formater le retour JSON et me le colorer, et gérer l'authentification. Donc là j'ai joué la requête qui a été jouée ici. Je peux la jouer dans une console, on voit que ça passe. Donc ça veut dire que là je suis même pas dans un navigateur, rien du tout. Ça peut être intégré dans un processus. Donc voilà pour la présentation de l'API. Et donc ensuite, donc ce qui est intéressant avec Swagger, c'est que ça permet de découvrir l'API et puis d'exécuter. C'est ce qu'on a vu là. Donc vous aurez à la fin de la présentation accès au support, donc dans lequel on reprend toutes les commandes qu'on va voir là. Donc, vous pouvez également préparer vos questions, voilà, s'il y a des questions pour qu'on puisse les aborder en fin de. Ce sera un petit moment pour échanger. Voilà, donc là, tout ce qui est dans le document, c'est ce que je viens de vous expliquer rapidement. Bouton d'exécution avec toutes les étapes. Et puis il y a un peu d'informations sur l'outil que j'utilise, curl, pour exécuter les requêtes. Et puis la préparation pour la coloration syntaxique. Et puis gestion de l'authentification simplifiée, quoi. En fait, l'API Swagger, enfin le fonctionnement de Swagger, l'idée c'est pas forcément de passer par l'interface Swagger pour faire le travail, parce qu'on n'est pas forcément gagnant par rapport à l'interface. Par contre, ça permet de tester, je dirais, les requêtes qu'on va passer pour pouvoir après faire exécuter les requêtes dans un script PHP autre ou ainsi de suite, quoi. Voilà. Après, il n'y a pas forcément beaucoup de gains à utiliser Swagger plutôt que l'interface, voilà, si c'est pour faire l'intervention manuelle. Par contre, Voilà. En termes de test et voilà, tester les paramètres, tester les réponses, ainsi de suite, on a directement l'information qui nous est retournée, quoi. C'est vraiment l'intérêt du dispositif, c'est que c'est une doc interactive avec le serveur, quoi. Voilà, donc en gros, on peut découvrir un peu l'API. Ça facilite le fait d'avoir cette doc Swagger et on peut exécuter les requêtes, sachant qu'à chaque fois qu'on exécute une requête, on a l'équivalent curl et on peut récupérer cette description pour aller automatiser après certaines tâches dans un script, voilà. ou même avec du PDI. Un Ouais, ETL, on peut faire jouer, enfin, voilà, on peut faire un appel depuis un script PHP, depuis un moteur ETL qui va exécuter, appeler l'URL avec les paramètres, il y a une capture d'écran après. Voilà, donc c'est le principe qu'il faut retenir, la documentation. Après, les outils derrière, les outils peuvent être divers et variés, quoi. Donc par exemple, si on veut récupérer les settings Peut-être. passe au contact directement. Non, pas au contact, mais juste, je sais pas, tu avais rappelé peut-être sur l'organisation, peut-être. Parce qu'en fait, bon, la doc est très complète, hein, de Swagger. En fait, le nombre d'éléments qu'on manipule dans GeoServer régulièrement reste quand même limité, hein. C'est des entrepôts, des espaces de travail, donc ce qui correspond à la notion de workspace. Enfin, je prends la parole, je un peu. C'est les espaces de travail qui correspondent entre guillemets à l'endroit où on va ranger nos données et sécuriser nos données pour une thématique particulière. C'est les entrepôts en fait qui vont permettre de définir les accès aux données, donc que ce soit des connexions à des bases de données PostgreSQL, PostGIS, des connexions à des fichiers Shapefile ou des connexions à des entre guillemets des fichiers GeoTIFF ou autres. Et puis c'est les couches, donc les couches entre guillemets, ça va être la couche, ça va être une table d'un accès à une base de données et ainsi de suite. Et puis derrière, les styles qu'on va appliquer sur ces couches, quoi.
Je dirais une fois qu'on va principalement gérer. Alors, il y a tout un tas de choses qu'on peut gérer avec l'API GeoServer, les accès, tout un tas de choses, la mise en cache, ainsi de suite, quoi. Je dirais quasiment tout ce que permet GeoServer est, entre guillemets, paramétrable par l'API. Par contre, voilà, régulièrement, je vous dis, ce qui est manipulé, c'est les 4 ou 5 éléments qui sont présentés ici sur cette slide-là. Voilà. Donc dans la suite, en fait, on reprend ce que Cédric avait présenté pendant son petit déj GeoServer, et cette fois, on passe pas par l'interface d'administrateur, on passe par l'API. Donc la première étape, ça va être de créer l'espace de travail, le workspace. Donc pour le manipuler le workspace, donc on peut lister les informations. On peut créer le workspace avec le poste. On peut récupérer le détail du workspace et puis le supprimer. Donc c'est ce qu'on va faire directement. Donc là, si on essaie de lister les workspaces, là on voit qu'on n'en a pas. Si on retourne sur l'interface, normalement, on va avoir 0 non plus, quoi. Si on retourne sur l'interface, c'est la même chose. Donc sur l'interface GeoServer, en fait. Tu vas peut-être pas lancer. Donc au niveau des workspaces, on peut le tester aussi par là. Là, on n'a aucun workspace. Et si on passe dans l'interface, espace de travail, voilà, on n'en a pas. Donc la création du workspace. Là, c'est un workspace. Donc là, on se retrouve avec un workspace. Bon, je l'ai nommé à supprimer. On peut récupérer le détail de ce workspace. C'est ce qu'on retrouve ici. Et puis, si on veut le supprimer, on va appliquer la méthode delete sur ce workspace. Ce qui fait que si on liste à nouveau, on ne les a plus. Voilà. Donc ça, c'est un peu les opérations de base sur les workspaces. Donc voilà, donc Charlie, comme vous le disiez, en fait, l'information qu'on va passer à la requête, on peut la mettre à travers l'API, soit sous forme de JSON, donc tel que c'était là actuellement, soit sous forme XML aussi, voilà, où finalement on n'a pas besoin de grand chose à part le nom, en fait, hein, principalement. Ce qui permet quand on poste les informations, c'est le nom du workspace. Voilà. Donc il y a très peu d'informations à fournir pour pouvoir créer un workspace, quoi. Donc par exemple, donc là on va partir sur l'exemple concret, donc on va tout dérouler. Donc là, la première étape, ça va être de créer un workspace Dej. Donc on a posté, on le voit pas bien, mais on a posté un workspace name Dej. Donc là c'est en JSON. Donc là c'est en JSON. Donc là le workspace est créé, on le voit apparaître dans l'interface. Si on récupère les paramètres de ce workspace. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'information de contact. Et puis, on voit ces paramètres. On peut aller mettre à jour les paramètres, par exemple, les informations de contact. Donc là, c'est un peu petit, mais je vais juste copier. Je vais exécuter. Donc là, on a créé les informations de contact. Un peu le temps de lire. Voilà. Si on vient récupérer les informations de contact, bon, bah, on voit tout ce qu'on a posté à l'instant. Alors, les informations de contact, c'est typiquement quand on interroge le serveur WMS GeoServer dans le get capabilities pour lister, entre guillemets, qu'on est soit dans QGIS ou ainsi de suite. Ça fait partie des informations qui sont retournées, quoi. Qui gère le GeoServer, à qui il est et qui est-ce qu'il faut contacter pour pouvoir voilà, éventuellement demander des infos, quoi. Donc, c'est des choses qui sont renseignées, qui peuvent être renseignées notamment par l'API, quoi. Et GeoServer a la capacité à gérer aussi des points de contact globaux ou aussi des paramétrages avec des points de contact par espace de travail, quoi. Les espaces de travail pouvant être sécurisés, c'est-à-dire qu'on peut autoriser certains espaces de travail à certains utilisateurs et d'autres non, quoi. Voilà. C'est ce qui permet potentiellement de proposer, avec une seule instance GeoServer, de pouvoir mutualiser le serveur Carto entre plusieurs groupes d'utilisateurs, quoi. Voilà. Donc là, si on va voir l'espace de travail, donc on retrouve dans l'interface les informations qui sont présentées en HTML, et on voit qu'au niveau des services, il n'y en a aucun activé.
Donc l'étape d'après, ça va être d'aller activer ce service. On peut constater également, si on essaie de vérifier si le service WMS est activé, on peut le récupérer comme ça. Là, on se retrouve avec une erreur 404, c'est ce qu'on voit ici. Là, actuellement, en fait, le serveur, si on l'interroge, il va rien nous retourner. Il va nous dire que le service, les services WMS, WFS et ainsi de suite ont été désactivés, quoi. Enfin, sont pas actifs, quoi. Si on les interrogeait depuis QGIS ou ArcGIS ou autre. Donc l'activation, c'est une requête sur le. On voit pas très bien. Donc pour activer le service WMS, donc c'est une requête put sur le service WMS Workspace. On nomme le workspace par DEJ et puis on envoie les informations WMS enable true. Donc là, ça va activer le service. Ça peut être intéressant quand typiquement il y a des opérations voilà, de maintenance sur les jeux de données ou des choses comme ça et qu'on souhaite en fait pas proposer un géoserveur qui proposerait de l'information partielle. On peut aller désactiver en fait les services WMS automatiquement Voilà. sans avoir à passer par l'interface. Voilà. Donc c'est-à-dire dans tout un tas de processus, si par exemple il y a des mises à jour automatiques de données via des ETL, eh ben, on peut dire que tant que la mise à jour n'a pas été finalisée, on ferme l'accès au service WMS, quoi. Voilà, Enfin, ou autre, quoi. ou dans le cas d'une gestion de crise, par exemple, on va activer certaines couches temporairement. Donc on peut, à partir de l'application métier, aller faire l'appel pour aller activer le service. Et puis dès que la crise est terminée, on coupe les accès. Ah, ouais. Donc là, on avait une réponse de 100. Donc si je rafraîchis de ce côté-là, je vais exécuter. Vu qu'on parle de la sécurisation des accès, l'API permettant aussi de gérer la création d'utilisateurs et ainsi de suite, ou de gérer les autorisations d'accès, c'est aussi un moyen typiquement de pouvoir coupler l'accès à des flux géoserveurs, je dirais, avec une base de données qui contiendrait par exemple des accès à durée limitée à certaines ressources dans le temps pour certains utilisateurs, quoi, sans avoir à passer par l'interface géoserveur. C'est-à-dire qu'on peut imaginer ou automatiser. J'ai demandé un accès à telle ressource pour une période du 1er janvier au 31 juin, au 30 juin. Voilà, c'est une manière de potentiellement automatiser ce genre de choses, quoi. Voilà, donc là j'étais dans le même navigateur. Donc ce qui peut arriver parfois avec GeoServer, c'est qu'il garde des informations en cache. Donc là j'avais activé le service, donc il avait conservé l'information que le service WMS était pas activé, quoi. Donc c'est pour ça que là j'ai rouvert une session dans un autre navigateur et là on voit que le service est bien activé. Je pense qu'il va même y avoir un endpoint pour rafraîchir, je crois. Oui. Ouais. Après, pour rafraîchir, effectivement, il y a un endpoint qui est Reload. Reload, ouais. Reload, voilà. Et Reload permet, en fait, en faisant directement un appel sur Reload, on peut recharger la configuration. Donc GeoServer va aller réanalyser un petit peu. En gros, se remettre. Il reparcourt le disque. Voilà, il va purger le cache en fait, quoi. Il purge le cache et puis il va aller chercher tous les fichiers sur disque pour recharger sa configuration. Donc là, on voit par exemple dans la documentation que le reset, il n'est pas permis avec un get, quoi. C'est pas permis. On aura systématiquement un code 405. Donc dans la documentation, ce qui a été fait, c'est qu'il y a toutes les méthodes qui ont été documentées, même si c'est pas permis, quoi. Et donc là, on a l'information qu'il faut aller faire un put ou un post. Donc si on fait un put dessus, ça permet d'aller recharger le cache. Voilà, on a aussi la commande curl qui va bien pour le faire, quoi. Donc ça, c'est assez pratique parce que GeoServer a quand même souvent, dès qu'on fait une action, on a quand même régulièrement le besoin d'aller rafraîchir l'information, d'aller recharger, quoi. Parce qu'il ne scrute pas en permanence le disque. Donc par exemple, si on va aller déposer un fichier sur le disque sans passer par l'interface d'administration, ou on dépose simplement en FTP par exemple, il faut aller recharger ce fichier, quoi. Il faut le déclarer à GeoServer. Ouais. Et c'est surtout le cas aussi quand typiquement on a déposé un fichier de style, on le met à jour, si on ne fait pas rafraîchir, des fois il garde encore l'ancien, voilà, sur la partie consultation, il garde encore l'ancienne partie, quoi.
Donc voilà, enfin voilà, on redémarre pas le serveur, on lui demande simplement de dire réanalyse un petit peu la situation et puis mets-toi au bout du jour. Voilà, donc pour désactiver le service WMS, on peut faire un appel delete. Donc là, je vais pas le faire parce on va dérouler l'exemple complet. Alors, pour passer à la suite, donc là, on a créé le workspace, l'espace de travail. L'étape d'après, ça va être d'enregistrer le data store. Donc, c'est un entrepôt de données. Donc là, pour aujourd'hui, on avait créé un service avec Docker, avec les communes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller enregistrer cet entrepôt dans GeoServer, parce que là, tout de suite, c'est pas le cas. Et ça permettra du coup d'aller déclarer après la couche des communes. Donc un espace de travail en fait peut contenir un ou plusieurs entrepôts de données. Donc les entrepôts de données pouvant être des connexions à des bases de données, des connexions à des fichiers carte plat type MapInfo, S3 Shapefile ou autre, ou des accès à des images géoréférencées. Enfin d'images ou voilà, donc là, l'idée, c'est d'aller publier, enfin, de créer la connexion à une base de données PostGIS directement via l'API. C'est ça, sur les... Donc là, si je vais aller lister les data stores, pour le workspace Dej, celui qu'on a créé, là, j'ai cliqué, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, quand j'ai cliqué sur exécuter, je n'avais pas précisé le nom du workspace. Comme c'est une information requise, il a clignoté en rouge. Donc j'ai tapé Dej et j'ai exécuté. Et donc là, pour le moment, il n'y a aucun data store sur ce workspace. Donc la création du... Ce qui est normal puisqu'on vient de le créer. Voilà. La création du data store, donc ça va être un post sur le endpoint workspace Dej data store et avec le nom du store. Donc là, avec le nom du store. Non, data store tout court, quoi. Ouais, il y a une petite. Je me fais avoir ce que je voulais. Voilà. Alors donc bien évidemment, ce qu'on va poster, le contenu du post en fait va varier en fonction du type d'entrepôt qu'on veut créer, quoi. Si c'est une base de données, ça va nous demander une URL de connexion, le numéro de port d'accès à la base de données, le nom et l'utilisateur et le password. Si c'est un fichier S3 Shapefile, ça va nous dire où est-ce qu'il est sur le système, sur l'espace de fichier. En sachant que l'API permet aussi de déposer des fichiers directement en faisant un post, typiquement, voilà. Donc sans avoir un accès forcément FTP, en fait, pouvoir faire un transfert de fichiers directement vers GeoServer sans passer par un FTP ou autre, quoi. Donc là, la première commande, là, c'était la création du data store. Et donc là, pour récupérer le détail du data store, là, je suis passé par l'API. Donc l'entrepôt Dej et le data store Dej PostGIS. C'est ce qu'on avait. Enfin, c'est pas très visible, mais quand on l'a créé, c'est ce qu'on avait ici. Name Dej PostGIS. Et donc là, on récupère les informations de ce data store avec le schéma, la base de données, le port, etc. Toutes les informations d'accès. Alors, le data store est un endroit dans la base, enfin ici dans la base de données où sont stockées les tables à publier potentiellement. Il faut renseigner le schéma. C'est-à-dire si dans votre base PostgreSQL vous avez un schéma GeoFLA et que les tables sont contenues dedans, il faudra renseigner ce nom de schéma. Par défaut, si c'est public, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai qu'on ne met pas forcément toujours les tables dans le schéma public, quoi. Voilà. C'est pas dans le. Voilà, faut mettre le nom du schéma où sont rangées les tables spatiales. Pas le nom du schéma où sont stockés, où est stockée l'extension PostGIS. Voilà, donc on crée un entrepôt par schéma. Voilà, donc typiquement, on peut organiser, si on met toutes les informations liées au cadastre, on peut créer un schéma cadastre, on peut créer un schéma GeoFLA si on veut stocker les informations administratives de GeoFLA, IGN, BD Carto, ainsi de suite. Bon, voilà. Ouais. Il reste 10 minutes, donc il faut qu'on accélère un peu. On va aller plus vite. Donc au niveau du format, là je vais exécuter en XML. Vous avez vu, on peut depuis le début je le fais en JSON. On peut aussi choisir un format XML. Donc là on a notre data store qui est créé.
Donc si on va Donc on est dans ici. l'entrepôt. Voilà, donc on voit l'entrepôt Dej Pogis, qui est ici avec le détail, donc c'est l'équivalent de ce qu'on va retrouver ici. L'étape d'après, ça va être d'aller créer la couche. Donc la couche qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être la couche des communes. Donc on va le faire en 2 étapes. On va déjà aller référencer la couche, donc aller charger le feature type, puisqu'on est sur des données vectorielles. Donc en fait, le feature type, ça correspond à la structure de la table au niveau des attributs et de la géométrie qu'on souhaite diffuser, quoi. Voilà. Donc l'intérêt de GeoServer quand même aussi à travers l'API, c'est qu'il est capable d'auto-détecter la structure. Et en gros, on va juste lui passer en paramètre le nom de la table à publier et il va en déduire tout seul la liste des attributs qu'il doit diffuser. En sachant que derrière, il y a possibilité, en théorie, de limiter la présence de certains attributs voilà, dans le futur type. Voilà. Bon, pour des soucis de simplicité, voilà, en gros, on a juste à placer enfin, vous voyez ici le paramétrage, on a juste passé le nom de la table en paramètre, quoi, principalement. Et puis le système de coordonnées qui est utilisé, enfin dans laquelle les données sont stockées. Système de projection. Donc là, on était stocké en WebMercator, PSG 3857, ça correspond du WebMercator. Si on avait été en Lambert 93, on aurait eu du PSG 2154. Quoi. L'entrepôt, en couche. Donc, dans les Donc couches. voilà. Donc là, si dans l'interface, je vais voir dans les couches, là, on a maintenant cette couche commune de France. Voilà. Donc là, on a une couche qui est, si le service WMS était actif, on aurait une couche qui serait visible avec le style par défaut actuellement. Voilà, donc si on va voir dans la prévisu et qu'on ouvre la prévisualisation, là, on se retrouve avec le style par défaut qui est le style polygone. Voilà, qui est le style polygone de GeoServer. Pour l'instant, on lui a pas mis le style. Une bordure noire et voilà. un fond noir légèrement transparent. Il faut que les tables d'après s'y mettent le style, non? Donc voilà, c'est ce qui était présenté ici. L'étape d'après, ça va être de créer le style. Donc là, le style, c'est un style, on va le poster en une opération, le fichier CLD, et puis ça va l'enregistrer dans une description XML. Donc les fichiers CLD, donc c'est une norme qui permet de définir en fait la symbologie à appliquer à une couche, quoi. Donc soit on le rédige à la main, soit on s'aide d'outils, typiquement QGIS permet de sauvegarder au format CLD. Je crois qu'ArcGIS a aussi des possibilités de pouvoir générer ce type de fichier. Donc voilà, donc c'est un fichier XML qui est normalisé et qui dit le polygone il est de telle couleur avec un fond opaque, les contours ils sont de telle épaisseur, ainsi de suite. Donc on va en gros le contenu de ce fichier, on va le récupérer et on va aller le mettre dans l'API, enfin on va le passer via l'API pour dire tu t'appliques à ma couche des communes de France, quoi. Voilà. Là, normalement, on a le style. Donc là, c'est ce qu'on retrouve ici, limite de commune par défaut. Donc ça, voilà, ça c'est le titre du style. C'est le titre du style. Donc pour l'instant, il est utilisé par personne, c'est ça, hein? il est utilisé par personne. Alors c'était un fond jaune ou vert, je sais plus trop. Si tu fais prévisu, peut-être. Non, peut-être pas. Non, on n'a pas aperçu la légende, je sais pas. Layer preview. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc en fait c'est un fond vert avec une légère opacité, voilà. Donc l'idée c'est, alors c'est pas forcément très heureux, mais c'est au moins c'est visible. L'idée c'est de dire le fond gris qu'on avait par défaut, en fait, on va le remplacer par un fond vert qu'on vient de déposer, quoi, pour la couche des communes, quoi. Directement, sans passer par l'interface, mais juste avec l'API. Voilà, alors donc l'affectation du style à la couche commune, ça se fait de cette manière. Donc pour la couche commune, on va aller lui préciser son style par défaut et puis les styles complémentaires qui sont disponibles dans le Get Capabilities, dans la description de la couche, quoi. Voilà, donc dans le get, voilà, quand on interroge au serveur, on peut lui dire t'appliques sur ma couche le style effectivement par défaut ou un des styles qui sont autorisés, quoi. C'est ce qui, en gros, c'est des analyses thématiques possibles et pré-paramétrées pour une couche d'informations données.
Donc là, dans le cadre du WMS, bien évidemment, dans le cadre du... Donc maintenant, si je vais prévisualiser, par défaut, je me retrouve avec... D'ailleurs, je ne sais pas si on les voit pas, les styles, ici. Style, voilà. Donc vous voyez ici, il y a le style par défaut, donc qui était polygone avant, qu'on a remplacé par notre vert. Style. Voilà, mais par contre, on a quand même conservé, on a souhaité conserver dans la liste des styles encore disponibles, le style polygone qui était voilà. Donc vous voyez typiquement quand voilà, quand on doit déployer des applications, s'il faut publier de nouveaux styles sur 25 serveurs dans toute la France, voilà, on fait 25 appels par URL et puis en faisant un post de style et voilà, et c'est déployé quoi. Donc alors un aspect intéressant, c'est qu'on peut aussi aller uploader des ressources. On peut manipuler des ressources. Donc par exemple, si on a besoin dans un style SLD d'une image, on peut aller poster cette ressource, la déplacer aussi sur le serveur et puis l'utiliser via le SLD. Voilà, en gros, c'est tout ce qui est pictogramme ponctuel en SVG ou des choses comme ça qu'on aurait besoin de déposer sur le serveur et pour lesquels on fait référence dans le fichier justement SLD. Bon, bah, on a la possibilité de le faire directement via l'API. Donc là, j'ai quelques requêtes curl qui permettent d'aller lister les ressources d'un workspace, d'aller manipuler en allant déposer, en récupérant un contenu. Celle-là, je vais les passer parce que le temps passe assez vite. Et puis, si on va aller au bout, donc là, je vais me concentrer sur cet exemple. Donc ça, c'est la récupération d'une image. Donc en l'occurrence, on va récupérer une image qui est qui est une image de Remocra, le logo de l'application Remocra. On va l'uploader sur le serveur. Si on s'est trompé, on peut déplacer l'image. Donc c'est dans l'exemple, je déplace l'image de style vers un nouveau répertoire style Remocra. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode permet de créer automatiquement toute l'arborescence sur le serveur. Donc le répertoire va être créé automatiquement. Et puis par la suite, on va créer un style spécifique qui va utiliser cette image. Quoi. 5 minutes, Charles. On va faire des questions. Donc là, je récupère l'image. Donc c'est vraiment cette partie de l'API, enfin voilà, ces ressources, cette gestion de ressources, ça permet vraiment d'organiser l'espace disque, l'arborescence en fait sous-jacente à GeoServer, de manière à ce qu'on fasse quelque chose de propre ou des choses comme ça, quoi. Typiquement placer des pictogrammes, je vous disais, ou ouais. Voilà, donc là je l'ai uploadé, j'ai vérifié, donc là j'ai listé les ressources du répertoire et on retrouve bien l'image Remocra qui est ici. Et l'étape d'après, ça va être de créer un style qui va s'appuyer sur cette image. Donc là, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Il y a un 201. C'est juste que l'analyse du retour, c'est pas le format qui était attendu. Et à présent, je peux utiliser le style Remocra qu'on a fraîchement uploadé. Voilà. Donc là, on se retrouve avec une image, c'est pas l'exemple n'est pas parlant, mais on se retrouve avec une image au centroïde de chaque commune. Voilà. Donc tout ça, ça peut s'automatiser. Les opérations que j'ai faites dans la ligne de commande, elles peuvent être faites par une application métier. Donc nous, je reprends la main. Ouais, si tu veux. Donc nous, l'API GeoServer, on l'utilise régulièrement pour piloter tout ou partie, je dirais, du déploiement aussi de nos applications, voilà, métiers qu'on développe pour le compte de nos clients. Donc typiquement, on a développé quelque chose pour les égouts de Paris, donc sur lesquels on exploite justement l'API GeoServer pour automatiser un certain nombre de tâches. Idem dans la solution qu'on a développée pour les SDIS, les pompiers, donc à travers Remocra, donc c'est disponible sur GitHub. Voilà, donc c'est des choses qui sont voilà, pour le commun des mortels qui, je dirais, qui ne sont pas forcément indispensables. Par contre, dès lors qu'on a voilà, qu'on souhaite automatiser à minima l'administration et l'infogérance de son serveur, de son serveur cartographique, c'est l'API GeoServer est un moyen de gagner du temps, quoi. Voilà. Donc du coup, donc, par exemple, pour Remocra, chaque fois qu'on installe une instance, on a un script qui permet d'automatiser la création des couches et des styles.
Donc, j'ai mis l'adresse de ce script, vous pourrez aller voir. Donc, il y a un enchaînement des opérations avec vérification que le style n'existe pas déjà pour ne pas l'écraser. Et ce script-là, on peut le rejouer à chaque fois qu'on fait une mise à jour de serveur. Comme ça, dès qu'on ajoute une couche métier, qui est nécessaire au fonctionnement d'un module, elle est créée automatiquement via ce script-là. Voilà. Donc c'est vrai que si c'est une opération à faire une fois, vous pouvez le faire par l'interface. Si c'est une opération, vous savez que vous allez la faire tous les mois ou que vous allez la faire sur 25 serveurs cartos différents, bon bah faut se poser la question de savoir si c'est pas nécessaire, enfin s'il n'y a pas possibilité d'automatiser. Là, c'est typiquement où voilà, on peut même automatiser, exploiter l'API à travers un moteur ETL. Donc là, en l'occurrence, le moteur ETL Pentao. Donc vous avez sur la gauche les parties, le XML. Donc Charlie vous a montré en JSON les informations qu'il fallait passer dans les requêtes. Là, vous avez entre guillemets des fichiers qui sont au format XML. Voilà, donc la première étape, je crée mon espace de travail qui s'appelle GeoServer Webinar. La deuxième étape, je dis qu'il doit créer une connexion à la base de données PostgreSQL sur la base de données qui s'appelle entrepôt, qui s'appelle test GeoServer. Et la troisième qui crée donc la table, enfin qui publie la table département quoi, dans cet entrepôt. Voilà. Donc voilà, c'est un moyen graphique de pouvoir exploiter l'API sans forcément utiliser du curl ou sans forcément coder en PHP, en Java ou autre. Voilà. Et puis à droite, c'est l'interface qui permet de faire l'appel du web service directement dans le moteur ETL. Quoi. Voilà. On a à peu près balayé, je pense. Voilà, l'idée c'était vraiment de donner, voilà, de faire une présentation rapide du fonctionnement de l'API. Ça peut paraître un peu compliqué. En se penchant dedans, on arrive vraiment à automatiser, enfin avoir un gain de temps phénoménal pour des opérations répétitives et surtout on est gage entre guillemets de qualité puisqu'on en tout cas s'il faut refaire 2 fois la même manip, on est sûr que soit ça fausse 2 fois, soit voilà, soit on aura quelque chose de cohérent et d'uniforme. Voilà. On reste disponible. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours. Voilà, donc alors le plugin, Charlie, est-ce que tu penses le publier? Est-ce que tu veux encore travailler dessus un petit peu ton plugin Swagger? Donc typiquement, enfin là concrètement ce qu'il a fait, quand on a un GeoServer installé chez nous, donc il s'installe relativement facilement. Si c'est sur Windows pour tester, je crois qu'il y a un installeur, un MSI sur Linux, bon il y a aussi tout ce qu'il faut. C'est simplement un fichier jar qu'on va déposer dans la librairie. Dans un sous-dossier de GeoServer quoi. Et donc on démarre le serveur cartographique et vous voyez apparaître en bas sur la gauche dans votre interface du coup l'API REST-Swagger et qui est connecté directement avec votre serveur cartographique. Donc vous pouvez toutes les manips que Charlie a fait, vous avez la possibilité de les refaire sur votre serveur local. Quoi. Et ce qui vous permet après de vous faire la main pour pouvoir récupérer les requêtes, les jouer voilà, on pourrait très même, je vais être excessif, mais on pourrait même presque piloter GeoServer avec un Excel et des macros quoi. Voilà, je suis volontairement provoque là-dessus, mais c'est vraiment un moyen de s'affranchir de l'interface aussi. Enfin, même si elle est francisée, même si elle est assez accessible, on s'aperçoit qu'en fait, dans GeoServer, le nombre de choses qu'on manipule, et voilà, il y a du réglage fin qu'on va peut-être faire une fois. Par contre, il y a des opérations sur lesquelles on revient régulièrement et auquel cas, on a vraiment intérêt à exploiter l'API, quoi. Donc, ça reste évidemment réservé un petit peu aux initiés qui sont habitués à faire un petit peu de ligne de commande ou des choses comme ça, quoi. Mais on peut s'en sortir, vous l'avez vu, avec un moteur ETL, en utilisant des briques spécifiques, voilà. On peut y arriver, quoi. Après, là, j'ai utilisé beaucoup la commande curl, c'était parce qu'on avait beaucoup de choses à voir pour cette présentation, mais en passant par l'interface Swagger, on peut découvrir aussi, et puis le faire peut-être plus simplement qu'en tapant de la ligne de commande.